téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous pour cette nouvelle émission, nouvel épisode d'émission Guyane Vivre Ensemble. Toujours avec notre docteur Christelle de Debon. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Voilà, et on va continuer. La dernière fois, on est arrivé au stade de le bateau prison, la Martinière, qui va récupérer, c'est-à-dire tous les prisonniers de droit commun et politiques vietnamiens pour un voyage intercontinental jusqu'à la Guyane. Alors, la Martinière, ce bateau-là, il sort d'où ce bateau-là? Oui, bah c'est un bateau prison, c'est un bateau équipé pour transporter des bagnards. Donc, il y avait dans ce bateau-là des cages, comme un peu au zoo, on va dire, c'est assez terrible, les cages dans lesquelles étaient répartis des groupes de bagnards. Donc, ce bateau-là avait l'habitude de faire la transportation entre Saint-Martin-de-Ré jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni. Le trajet là est un peu plus exceptionnel puisque on part de Saigon, puis on va à Pulo Condor, qui est un archipel pénitentiaire au large de Saigon. Le bagne de Pulo Condor est très... C'est le bagne local. Oui, le bagne c'est-à-dire vietnamien. Oui. De proximité, oui. si on va dire. Si on va dire, et qui est extrêmement dans la psyché vietnamienne. Le bagne de Pulo Condor, c'est vrai. Alors, il a été créé par les Français. C'est vraiment, il y avait à la fois des droits communs, mais aussi beaucoup de politique. Et on l'appelle la pépinière de la Révolution, parce que tous les futurs premiers ministres, ministres de la Vietnam indépendante sont passés par Pulo Condor, vraiment. Donc, c'est un bagne très important. Là, en 1931, la Martinière arrive à Pulo Condor à la mi-mai. Et elle commence à prendre des prisonniers depuis Saigon, et à la mi-mai prend le plus gros des effectifs des bagnards. Ils seront 538 à monter à bord du Martinière, on dit maintenant. 538, sur ces 538 individus, il y a une centaine environ d'agitateurs politiques qui sont passés comme des droits communs. Des délinquants de droits communs. Voilà, comme des criminels. Oui. On va dire que les autres délinquants étaient plutôt des petits délinquants, des voleurs, des faussaires, quelques personnes qui avaient commis des pirates, quelques personnes qui avaient commis de véritables crimes de sang, mais c'était minoritaire. Donc, 538 personnes, ils avaient entre 18 et 44 ans, plutôt des hommes jeunes. Il n'y avait pas de femmes? Aucune femme. D'accord. Tous ont subi une visite médicale en bonne et due forme, parce que, je le répète, on avait besoin de travailleurs. Des bras. On avait besoin de bras. Donc, il fallait que ce soit des gens en forme. Ils ont été vaccinés, tout ce qu'il faut. Pour venir sur le fameux territoire de Lénini et le viabiliser. Voilà, tout à fait. Donc, 538 personnes, je le répète, une centaine d'agitateurs ou d'activistes politiques. Et parmi cette centaine-là, il y avait environ 90 nationalistes impliqués de près ou de loin avec la mutinerie de Yen Bai, là dont j'ai parlé tout à l'heure, et une dizaine de communistes, une minorité de communistes. Voilà, donc ils sont partis le 17 mai. Le voyage a duré pas mal de temps, puisqu'ils sont arrivés en Guyane le 30 juin. Mais avant d'arriver en Guyane, il y avait un passage à travers, c'est-à-dire, il est passé par le Cap de Bon-Espérant, il est passé par l'Afrique du Sud et tout. Oui. Et comment, c'est-à-dire, ces prisonniers, c'est-à-dire, comment ils ont réagi à la différence de température, c'est-à-dire de la nourriture, comment ça se passait la vie au sein de ce prison flottant? Oui, c'est ça, la prison flottante. Alors, si on en croit le rapport du capitaine, c'était très bien. Tout s'est parfaitement bien passé. Oui, bon, il y a eu 3 morts. Il y a quand même eu 3 morts. Parce qu'il y a une rixe entre 2 bagnards, et puis quelqu'un est mort de maladie, et les 2 autres sont morts de coups et blessures, on va dire. Donc, de 538, l'effectif est passé à 535. Alors, évidemment, ils ont été effarés par les vagues, par l'océan Atlantique, par le mal de mer que ça peut... Ça n'a rien à voir avec l'océan Indien. Non. Et le froid, les vagues, les remous, ils étaient absolument effrayés dans ces cales-là. Ils ont
aussi subi de très près comment dire, la férocité des gardiens qui leur demandaient d'attacher leur hamac de telle ou telle manière. Donc, c'était un voyage difficile. Et dès le début, alors ça va perdurer jusqu'à la fin des bagnes, ils ont protesté contre la qualité de la nourriture. Oui. Voilà, ça, on peut dire tout le temps. C'était presque une rengaine des Vietnamiens au bagne. Hein. Et tout en, c'est-à-dire quittant maintenant, c'est-à-dire ce bateau prison, oui. Et on va essayer en même temps de voir ce qui se passe en Guyane. Oui. De principe, on attend 535 personnes. Oui. Est-ce que c'est-à-dire les autorités coloniales à l'époque, ils ont préparé, c'est-à-dire un endroit, c'est-à-dire pour, entre guillemets, accueillir cette population? Comment étaient les préparatifs ici, c'est-à-dire en Guyane? Alors, sur le papier, l'ININI existe depuis 1930. Les établissements pénitentiaires spéciaux, hein, ce n'est pas comme l'administration EPS. L'EPS, voilà, c'est-à-dire les camps ouverts dans lesquels ces personnes-là allaient être accueillies et existaient déjà depuis le janvier 1931. Sur le papier, ça existait. Ouais. Seulement, rien n'avait été vraiment préparé. Et quand ils sont arrivés le 30 juin 1931, ils ont dû transiter au pénitencier de la Pointe-Buzaret parce que les deux camps prévus, l'un, Cricanguille, sur la commune de Montsinéry-Tonnégrande, n'était pas encore prêt, et l'autre, la Forestière, tout près d'Apatou, n'était pas prêt non plus. Donc, ils se trouvaient dans une espèce de limbe, comme ça, qui va durer plusieurs semaines. Pourquoi pas préparer? Pourquoi cette impréparation? Pour pas mal de raisons. La Forestière, en tout cas, n'était pas le choix premier de l'administration coloniale. Il voulait un endroit qui s'appelle Hermina, près d'Apatou, mais que le service sanitaire a disqualifié en disant qu'il était trop impaludé et trop inaccessible. Mais là, ça se pose une question. C'est-à-dire, pourquoi il y a une intention de pas mélanger, c'est-à-dire les Vietnamiens avec les autres, c'est-à-dire bagnards. Est-ce que c'est une peur qu'il y aura une idéologie communiste qui va se propager, ou bien ils veulent, c'est-à-dire ils veulent que les Vietnamiens restent pour l'ININI, qu'ils n'ont rien à voir avec c'est-à-dire la direction pénitentiaire, l'établissement pénitentiaire. Comment était la situation? C'est-à-dire quel était le statut, j'allais pas dire le statut, mais la place des Vietnamiens une fois arrivés en Guyane? Comment elle était pensée par les autorités coloniales à l'époque? Oui, alors vous avez tout à fait raison de parler d'étanchéité. Cette étanchéité, cette volonté d'étanchéité, elle répond, je pense, à plusieurs objectifs. D'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était très important de se démarquer de l'administration pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni, de cet État dans l'État. Là, c'était Saint-Laurent, l'ININI, c'était autre chose. Donc, les EPS, les établissements pénitentiaires spéciaux, devaient être différents de l'administration pénitentiaire. C'était très important. Quand ils étaient hospitalisés dans la section ININI de l'hôpital. Donc, il fallait vraiment les mettre à part. Mais aussi, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va courir tout le long de l'histoire des bagnes des Anamites, vous avez raison, ils avaient peur d'une collision entre eux. Ils savaient très bien que dans ce groupe-là, il y avait une centaine d'activistes. Ils avaient peur d'une contamination politique avec en particulier les anarchistes, plus que les communistes. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là au début des années 30, donc à la fin des années 20, la fin de ces histoires de la bande à Bono, etc., des anarchistes qui ont vraiment, de la fin du 19e siècle jusque dans les années 20, qui ont vraiment secoué très fort le bagne. Mais ils ont eu raison. Ils ont eu raison parce qu'une semaine après leur arrivée au pénitencier de la Pointe-Buzaret, eh bien, les anamites, on va dire, les politiques ont été contactés par des anarchistes. Mais pourquoi on l'appelle des anamites? Quelle est l'origine de ce nom-là? Parce qu'il y a toujours le ban, c'est-à-dire le ban qui porte ce nom-là. Oui. Pourquoi on l'appelle pas des Indo-Chinois ou bien des... C'est mystérieux. Oui, c'est la rhétorique coloniale. En fait, l'Annam, ça voulait dire le Sud pacifié, et c'est les Chinois qui appelaient
le Vietnam de cette manière-là. Tout Oui. le Vietnam. Le sud, c'est-à-dire le sud de la Chine, Oui. pacifié au moment de la conquête chinoise. D'accord. Donc, c'est déjà un vocabulaire colonial, mais Mhm. chinois. Et les Français ont repris ça à leur compte. L'Annam, Mhm. ça représentait tout le Vietnam, alors qu'en réalité, le Vietnam était composé du Tonkin, Oui. au nord. Il y avait 2 protectorats Oui, c'est ça. et une colonie Voilà. qui était Saigon. Voilà, la colonie, c'était la Cochinchine, D'accord. avec Saigon. C'était se forme comme plus ou moins un département français. C'était un statut plus. Oui, Voilà. c'est ça, effectivement, plus proche de la métropole. Donc, il y avait Oui. la Cochinchine, qui est le sud de l'actuel Vietnam, avec Saigon comme ville principale, Oui. l'Annam, qui était au centre, et le Tonkin, qui était au nord. D'accord. Et voilà, maintenant, on n'utilise plus ça, mais quand on disait annamite, ça voulait dire vietnamien. Et la ville c'est-à-dire et l'île qui était sa pénitentiaire, prison, Ah oui, Pulo Condor. Pulo Condor, quel était son statut? Bah là, elle est au large de Saigon, ça dépend de la Cochinchine. Là. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment un archipel pénitentiaire colonial. D'accord. Et lorsque ces Vietnamiens, ces Annamites, ils sont arrivés à Cayenne ou à Saint-Laurent? Cayenne. Donc, ils voulaient, parce que normalement, les bannières, c'était à Saint-Laurent. Voilà, mais là, c'est tout à fait différent. Hein. Sauf qu'ils n'ont pas pu maintenir cette différence trop longtemps parce que, on le verra peut-être un petit peu plus tard, mais une fois, ils ont été parqués donc au pénitencier de la Pointe-Buzaré à Cayenne, mais très rapidement, il y a eu du grabuge. Non seulement ils ont été, comme je viens de le dire, contactés par des anarchistes, via l'hôpital, des anarchistes qui gravitaient autour de l'hôpital de Cayenne, mais ensuite, ils ont commencé une grève collective de la faim parce que, encore une fois, ils considéraient que les rations alimentaires étaient trop chiches, que le Ngoc Mam n'était pas assez bien fait, etc. Donc, ils ont commencé une grève de la faim. Et là, le gouverneur a été effaré en se disant « Mais quel est ce convoi de personnes qui sont finalement rodées à l'action collective ?» Avant de parler de cette grève, je voulais retourner pour l'histoire à question finance. Oui. Apparemment, c'est-à-dire le convoi, le transport, c'est-à-dire l'alimentation et le suivi, il doit être pris en charge par c'est-à-dire les autorités coloniales en Indochine. Oui. Oui. Et apparemment, ces autorités n'étaient pas contentes pour eux, c'est-à-dire il fallait que ça soit parce que c'est une main d'œuvre, c'est la Guyane qui va en bénéficier. Oui. Il fallait que la Guyane. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous parler de cette histoire et de ce conflit entre 2 entités coloniales? Oui, alors là, il y a eu quelque chose qui c'est assez obscur de comprendre. On comprend pourquoi l'Indochine a voulu se débarrasser comme je disais tout à l'heure, de ces encombrants politiques. Donc, ils ont accepté de prendre en charge le transport et une partie des frais des prisonniers en Guyane. Mais très rapidement, la Guyane, elle, s'est rendue compte qu'avoir des politiques parmi les prisonniers allait être extrêmement compliqué. Donc, la Guyane a demandé de n'avoir plus que des droits communs. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y avait 535 personnes, mais qu'on attendait à l'horizon 1932-1933 1000 autres prisonniers. D'accord. Donc, il y avait une dynamique. Oui, 1500. C'était 1500. C'est ce qu'il fallait au moins pour défricher un territoire grand comme l'Irlande. Oui. Sauf que la Guyane, très rapidement, s'est rendu compte qu'elle avait des gens incontrôlables là. Et que ça allait être compliqué de manœuvrer avec eux, à juste titre, à demander que des droits communs. Mais ça n'intéressait plus l'Indochine d'envoyer que des droits communs pour défricher un autre territoire. Donc l'Indochine a arrêté là. Il n'y a eu que 535 personnes. D'accord. Donc le convoi s'est arrêté là. D'accord. Donc l'arrivée des Vietnamiens, c'était au mois de juin 1931. Oui. Et donc sur ce, chers spectateurs, spectatrices, on va terminer cette émission aujourd'hui. On vous donne un rendez-vous la semaine prochaine et on va parler, c'est-à-dire de l'arrivée des Vietnamiens, c'est-à-dire des projets qui étaient déjà, c'est-à-dire préparés pour, c'est-à-dire le désenclavement de l'Inini. Et on va parler de tout ça avec notre amie, notre doctoresse Christelle Dedebon. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et bonne fin de semaine. Au revoir.